Bonjour à tous et bienvenue sur la loi des grands nombres. Dans cette vidéo, nous allons répondre à cette question. Qu'est-ce que la loi des grands nombres? Pour répondre à cette question, prenons une pièce. Pendant très longtemps, les mathématiciens pensaient que si une pièce avait fait 10 faces d'affilée, alors la probabilité d'obtenir pile lors du 11e lancer était plus élevée. Pour beaucoup, il est contre-intuitif de penser que la probabilité est de 1 sur 2, même après 10 faces. Mais c'est pourtant bien le cas, car rappelez-vous, les lancers sont indépendants. Donc, le résultat d'un pile ou face n'est pas impacté par les résultats précédents. L'idée des mathématiciens était que la pièce doit avoir autant de faces que de piles. Donc, après plusieurs piles d'affilée, les faces devraient apparaître. Mais cet argument est faux, car cela sous-entendrait que la probabilité après 10 faces d'affilée change, et que la probabilité augmente pour le nombre de piles. La meilleure façon de vous expliquer ceci est de lancer une pièce 10 000 fois. Alors évidemment, je n'ai pas vraiment lancé une pièce 10 000 fois, même si certains mathématiciens l'ont déjà fait à l'époque. J'ai plutôt utilisé Python et j'ai simulé 10 000 lancers de pièces. Voici mes résultats. Lors de mes 10 premiers lancers, le nombre de faces est égal à 2 et la différence est égale à -3. Alors pourquoi -3? Avec 10 lancers, on devrait s'attendre à obtenir 5 piles et 5 faces, car les probabilités sont les mêmes. Mais quand je lance une pièce, les résultats varient. Donc nous avons une différence de -3, car nous sommes censés avoir 5 faces et nous en avons que 2, ce qui fait 2 moins 5, soit -3. Lors de mes 10 000 lancers, sur 130 cas, j'ai obtenu 4 piles d'affilée. Si on suit le raisonnement des mathématiciens de l'époque, la probabilité d'obtenir face après plusieurs piles d'affilée devrait être plus élevée. Cependant, les résultats sont différents, car après les 4 piles d'affilée, j'ai obtenu 68 faces et 62 piles. Donc la probabilité reste la même, celle de 1 sur 2, avec quelques fluctuations dues au hasard. Voici la suite de mes lancers. Que remarque-t-on avec le tableau? On remarque que les différences augmentent avec le nombre de lancers. Avec 10 lancers, la différence est de -3 et avec 8000 lancers, la différence est de 29. La loi des grands nombres nous explique que plus le nombre de lancers est élevé, plus la différence entre la valeur attendue et le nombre de faces est grande. Mais si on compare ceci par rapport au nombre de lancers, la différence est beaucoup plus petite. En effet, la différence de 29 est une toute petite fraction de 8000. Avec 8000 lancers, on s'attend à voir 4000 faces, mais pas exactement 4000 faces. Une valeur d'environ 4000, soit 3990, 4010, 4020, etc. La différence entre le nombre de faces et la valeur attendue est appelée l'erreur aléatoire. Si je prends 4029, je fais 4029 moins 4000, ce qui me fait 29. 29 est l'erreur aléatoire. Et le nombre de faces est égal à la valeur attendue plus à l'erreur aléatoire. Représentons graphiquement l'évolution de l'erreur aléatoire pour nos 10 000 lancers. L'axe des X représente le nombre de lancers et l'axe des Y représente l'erreur aléatoire. Avec 10 lancers, l'erreur aléatoire est de -3 et avec 10 000 lancers, l'erreur aléatoire est de -30.
La droite horizontale en rouge représente une erreur égale à 0, c'est-à-dire que le nombre de faces et le nombre de lancers sont égaux. On remarque que l'erreur aléatoire varie énormément. Elle est parfois positive ou parfois négative. Il y a une grande variabilité avec le nombre de lancers. Plus le nombre de lancers augmente, plus la variabilité augmente. C'est-à-dire, plus les erreurs sont importantes. Mais maintenant, que se passe-t-il si j'exprime cette erreur par rapport au nombre de lancers? Par exemple, avec 10 lancers, l'erreur est de -3. Mais si j'exprime cette erreur par rapport au nombre de lancers, c'est-à-dire 10, je fais -3 sur 10 fois 100, ce qui nous fait -30%. Ce qui signifie que l'erreur est égale à -30% par rapport au nombre de lancers. Cette mesure indique à quel point l'erreur est importante en relation avec le nombre de lancers. Représentons graphiquement l'erreur exprimée en fonction du nombre de lancers. L'axe des Y est la différence en pourcentage. Avec 10 lancers, la différence est égale à -30%. La droite horizontale représente une erreur égale à 0%, c'est-à-dire que le nombre de faces et le nombre de lancers sont égaux. On observe que l'erreur aléatoire par rapport au nombre de lancers varie fortement au début, avant les 1000 lancers, mais au-delà, elle diminue jusqu'à se confondre avec la droite en rouge. Donc, plus le nombre de lancers augmente, plus l'erreur aléatoire par rapport au nombre de lancers diminue fortement. Avec 10 000 lancers, l'erreur aléatoire est de -30. Mais exprimée par rapport au nombre de lancers, cette erreur est de -0,3. Donc, quelle erreur est la plus importante entre -30% avec 10 lancers et -0,3% avec 10 000 lancers? C'est bien évidemment celle de -30%. Alors, si vous n'êtes toujours pas convaincu, on peut continuer jusqu'à 20 000 lancers. Voici la représentation graphique de l'évolution de l'erreur aléatoire pour 20 000 lancers. On observe que plus le nombre de lancers augmente, plus l'erreur aléatoire augmente. En d'autres termes, plus le nombre de lancers augmente, plus la variabilité augmente. Mais si nous exprimons l'erreur en fonction du nombre de lancers, nous observons que plus le nombre de lancers augmente, plus l'erreur aléatoire par rapport au nombre de lancers diminue fortement, jusqu'à avoir une erreur en pourcentage très proche de 0%. Pour rappel, les probabilités quantifient le hasard ou l'aléatoire. Et l'erreur aléatoire ne déroge pas à cette règle, puisque nous pouvons la quantifier. Avec 100 lancers, on s'attend à obtenir 50 faces, avec une erreur aléatoire de 5. Donc, si on lance 100 fois une pièce, on devrait s'attendre à obtenir 50 faces. Mais pas exactement 50 faces. On pourra obtenir 47 faces, 53 faces, 55 faces, 51 faces. Bref, une valeur autour de 50 faces, à plus ou moins 5 faces près. L'erreur aléatoire est l'équivalent de l'écart type pour les échantillons. Vous devez vous dire comment j'ai trouvé 5. Ce sera l'objet du chapitre suivant. Pour l'instant, passons aux exercices. Exercice numéro 1. Lors de 1000 lancers, j'ai obtenu 550 faces. Calculez l'erreur aléatoire et l'erreur aléatoire en fonction du nombre de lancers. L'erreur aléatoire est égale à la différence entre le nombre de faces et la valeur attendue. Le nombre de faces est égal à 550. La valeur attendue avec 1000 lancers est égale à 500.
On fait donc 550 moins 500, ce qui nous fait 50. L'erreur aléatoire est de 50. L'erreur aléatoire en fonction du nombre de lancers est de 50 divisé par 1000 fois 100, ce qui nous fait 5%. Passons à l'exercice suivant. Lors de 1000 lancers, j'ai obtenu 10 faces d'affilée sur les derniers lancers. Quelle est la probabilité d'obtenir pile lors du prochain lancer? La probabilité d'obtenir pile sachant que nous avons obtenu 10 faces d'affilée est de 50%. Les probabilités ne sont pas modifiées car les événements sont indépendants. Passons à l'exercice suivant. Une pièce est lancée plusieurs fois. Je gagne 1 euro s'il y a plus de 60% de faces. Quelle option est la plus avantageuse? Jouer avec 10 lancers ou jouer avec 100 lancers? Avec 10 lancers, il faut obtenir 6 faces ou plus. Et la valeur attendue est de 5 faces. Avec 100 lancers, il faut obtenir 60 faces ou plus. Et la valeur attendue est de 50 faces. Plus le nombre de lancers augmente, plus le nombre de faces par rapport au nombre de lancers se rapproche de la valeur attendue. Donc, pour gagner, il nous faut de la variabilité. L'option la plus avantageuse est la première, jouer avec 10 lancers. Passons à l'exercice suivant. Une boîte contient 20% de billes bleues et 80% de billes rouges. 1000 tirages sont effectués avec remise. Déterminez quelle affirmation est correcte et laquelle ne l'est pas parmi les suivantes. Il y aura exactement 200 billes bleues. Ou il y aura environ 200 billes bleues avec une erreur aléatoire de quelques billes. La deuxième affirmation est correcte et la première affirmation est fausse. Passons à la question suivante. Vous jouez à la roulette dans un casino avec 38 cases possibles, dont 18 sont des rouges. Vous avez deux options. Effectuez 38 tours de roulette et vous gagnez 1 euro si la balle atterrit sur une case rouge plus de 20 fois. Ou effectuez 76 tours de roulette et vous gagnez 1 euro si la balle atterrit sur une case rouge plus de 40 fois. Quel choix est le plus avantageux? Avec 38 tours, la valeur attendue est de 18. Il faut que la balle atterrisse sur une case rouge plus de 20 fois. Avec 76 tours, la valeur attendue est de 36. Il faut que la balle atterrisse sur une case rouge plus de 40 fois. Plus le nombre de tours augmente, plus le nombre de fois que la balle atterrisse sur une case rouge par rapport au nombre de tours se rapproche de la valeur attendue. Donc, pour gagner, il nous faut de la variabilité. L'option la plus avantageuse est la première, jouer avec 38 tours. Passons à la question suivante. Supposons que vous analysiez un sondage politique avec un échantillon de 1000 électeurs pour estimer la proportion d'électeurs favorables à chaque candidat dans une élection présidentielle. Vous avez recueilli les résultats suivants. 420 personnes votent pour le candidat A, 320 pour le candidat B, 120 personnes pour le candidat C et 140 personnes pour les autres candidats. Votre objectif est de déterminer si cet échantillon est représentatif de la population électorale. Calculez la proportion d'électeurs favorables à chaque candidat dans l'échantillon. Commençons par organiser nos données dans un tableau.
La proportion d'électeurs favorables au candidat A est 420 sur 1000 fois 100, ce qui nous fait 42%. Pour le candidat B, on fait 320 divisé par 1000 fois 100, ce qui nous fait 32%. Pour le candidat C, cela est 12%. Et pour les autres candidats, cela est 14%. Comparez les proportions obtenues avec les estimations de la population électorale. Supposons que vous ayez des informations sur la population totale des électeurs et que les estimations de la population sont les suivantes. 40% de la population vote pour le candidat A, 35% pour le candidat B, 10% pour le candidat C et 10% pour les autres candidats. Pour le candidat A, l'échantillon donne une proportion de 42%, tandis que l'estimation de la population est de 45%. La différence est de 3 points de pourcentage, ce qui est relativement faible. Pour le candidat B, l'échantillon donne une proportion de 32%, tandis que l'estimation de la population est de 35%. La différence est encore une fois relativement faible. Pour le candidat C, l'échantillon donne une proportion de 12%, tandis que l'estimation de la population est de 10%. La différence, encore une fois, est relativement faible. Pour les autres candidats, l'échantillon donne une proportion de 14%, tandis que l'estimation de la population est de 10%. Cette fois-ci, la différence est un peu plus importante. Alors, vous avez vu que plus le nombre de lancers est grand, plus les proportions se rapprochent de la valeur attendue. Et c'est pareil pour la taille de l'échantillon. Plus la taille de l'échantillon est grande, plus les proportions observées dans l'échantillon tendent à se rapprocher des proportions réelles de la population. Avec une taille d'échantillon de 1000 électeurs, on se rapproche des électeurs de la population. Est-ce que cet échantillon de 1000 électeurs est-il représentatif de la population électorale totale ? Dans l'ensemble, cet échantillon de 1000 électeurs semble donner des proportions assez proches des estimations de la population électorale totale pour les 3 principaux candidats. Cela suggère que l'échantillon est relativement représentatif de la population. Cependant, la différence pour les autres candidats est plus importante. Cela pourrait indiquer une certaine variabilité dans les réponses de l'échantillon par rapport à la population totale. Passons au dernier exercice. Exercice numéro 7. Vous menez une étude de marché dans laquelle vous souhaitez estimer la proportion de personnes préférant le produit A. Il est établi que la probabilité qu'une personne préfère le produit A est de 40%. Réalisez un échantillon de 50 personnes parmi les 1000 de la population. Déterminez combien préfèrent le produit A. Alors, il est important de bien comprendre la question. Comprenons notre exercice avec une boîte qui contient des tickets numérotés 0 et 1. 1 signifie que la personne préfère le produit A et 0 signifie que la personne ne préfère pas le produit A. Il est courant de remplacer des variables catégorielles par des 0 et des 1. La population de 1000 personnes est comme cette boîte remplie de 0 et de 1 avec 1000 tickets. Parmi ces 1000 tickets, 40% sont des 1. Donc, dans la population, 400 personnes préfèrent le produit A, ce qui représente 400 tickets, et 600 personnes ne préfèrent pas le produit A, ce qui représente
600 tickets. Réaliser un échantillon de 50 personnes est comme piocher dans cette boîte 50 fois. On pioche de manière aléatoire et sans remise, en comptant le nombre de 1 qu'il y a sur 50 tickets. Par exemple, si nous avons 22 tickets 1, alors cela revient à dire que 22 personnes préfèrent le produit A sur un échantillon de 50 personnes. Maintenant, vous comprenez mieux comment réaliser un échantillon. On remarque qu'il y a deux résultats possibles pour chaque tirage, soit 1, soit 0. On peut utiliser la distribution binomiale pour modéliser l'événement. Alors, si vous avez suivi le cours précédent, nous pouvons utiliser la distribution binomiale seulement si les tirages sont indépendants. Dans notre cas, on effectue des tirages sans remise, c'est-à-dire que les tirages sont dépendants. Mais nous pouvons quand même utiliser la distribution binomiale dans notre cas. Alors, pourquoi je dis ça? Si la population est très grande par rapport à la taille de l'échantillon, nous pouvons approximer les événements par une distribution binomiale sans perdre en précision. Cependant, si la taille de l'échantillon est proche de la taille de la population, modéliser les événements avec la distribution binomiale peut conduire à des erreurs. Sur une population de 1000 personnes, nous voulons un échantillon de 50 personnes. Donc, nous pouvons utiliser la loi binomiale. Passons à la pratique en réalisant un échantillonnage de 50 personnes avec Python. Alors, il y a plusieurs méthodes pour créer un échantillon de 50 personnes avec Python. Nous allons utiliser la même fonction que lors de la simulation de Monte-Carlo dans le chapitre précédent. Il faut générer un nombre aléatoire avec une probabilité de 40% que l'événement souhaité apparaisse. Avec Python, il y a la fonction np.random.binomial qui renvoie un nombre aléatoire suivant une distribution binomiale où on a 50 tirages et 40% de chances que l'événement se produise. Et à chaque fois que j'exécute la cellule, un nouveau nombre apparaît. Pour contrôler l'aléatoire et pour que vous ayez les mêmes valeurs que moi, nous allons écrire np.random.seed est égal à 42. Donc, dans notre échantillon de 50 personnes, 19 tickets sont des 1, soit 19 personnes préfèrent le produit 1. Passons à la question suivante. Calculez la proportion de personnes préférant le produit A dans cet échantillon initial de 50 personnes. Il suffit de faire 19 divisé par 50 fois 100, ce qui nous fait 38. 38% préfèrent le produit A, tandis que dans la population, 40% préfèrent le produit A. La différence est relativement faible. Répétez cette étape 20 fois pour obtenir 20 échantillons différents de 50 personnes à chaque fois. Chaque fois, calculez la proportion de personnes préférant le produit A et enregistrez les proportions dans une liste. Encore une fois, plusieurs méthodes sont envisageables. Commençons par la méthode avec une boucle for. Créons une liste qui va contenir tous les échantillons. Dans cette liste, nous voulons les valeurs des échantillons.
avec un seul échantillon, nous faisons échantillon.append, entre parenthèses np.random.binomial, est égal à 50 et 0,4. Ce qui nous donne bien le nombre de 1 dans cet échantillon. Alors, nous voulons répéter ce processus 20 fois, car nous voulons 20 échantillons. Nous allons créer une boucle for. Nous avons bien les 20 échantillons. Lors de notre premier échantillon, nous avons 19 tickets 1, soit 19 personnes qui préfèrent le produit A. Pour calculer la proportion de personnes préférant le produit A dans chaque échantillon, nous allons créer une variable proportion et prendre chaque élément de la liste échantillon que nous allons diviser par 50 et le rajouter dans la liste proportion. Pour le premier échantillon, 38% préfèrent le produit A. Pour le deuxième échantillon, 52% préfèrent le produit A. Et pour le dernier échantillon, 36% préfèrent le produit A. Ça, c'était la première méthode avec une boucle for. La deuxième méthode consiste à utiliser l'option size dans la fonction np.random.binomial et préciser que nous voulons 20 échantillons en appliquant size est égal à 20. Ce qui nous renvoie 20 échantillons. J'assigne ceci à la variable échantillon 2. Avec cette méthode, nous n'avons plus une liste mais un tableau NumPy, soit une matrice. Et la différence est que nous pouvons directement calculer à partir de la matrice et calculer la proportion. Donc je fais échantillon 2 divisé par 50. Je la mets dans la variable proportion, ce qui nous renvoie les proportions de chaque échantillon. Passons à la question suivante. Analysez les résultats de vos 20 échantillons en calculant la moyenne de ces échantillons. Il suffit de faire la moyenne. Nous pouvons utiliser la fonction np.min de NumPy. Donc je fais np.min entre parenthèses échantillon 2. La moyenne des 20 échantillons est de 19,55. Ce qui est extrêmement proche de la valeur attendue qui est de 20. Ce résultat indique que nos échantillons sont cohérents avec la population. Passons à la dernière question. Voici une représentation graphique des échantillons. L'axe des Y représente les échantillons et l'axe des X représente la fréquence de 1, ou le nombre de 1 dans chaque échantillon. Par exemple, le premier échantillon se situe avec 19,1. C'est-à-dire que dans le premier échantillon, 19 personnes préfèrent le produit A. La droite verticale en rouge représente le nombre de 1 attendu. Que pouvez-vous conclure sur ce graphique ? Nous observons que pour chaque échantillon, nous avons des résultats différents. Le nombre de personnes préférant le produit A varie d'un échantillon à un autre. Il y a des échantillons très éloignés de la valeur attendue, comme le 11e échantillon ou le 12e échantillon, mais la majorité des échantillons sont proches de la valeur attendue de 20. Même si la moyenne des échantillons est précise, il y a une marge d'erreur due à la variabilité des échantillons.
Ce qui est logique, car quand nous piochons depuis une boîte, nous n'avons pas toujours les mêmes résultats. Ce que nous dit la loi des grands nombres est que plus l'échantillon est petit, plus la variabilité en pourcentage sera grande, et par conséquent, l'échantillon sera moins représentatif de la population. Et inversement, plus la taille de l'échantillon sera grande, moins la variabilité en pourcentage sera grande, et par conséquent, l'échantillon sera plus représentatif de la population. D'où l'importance de prendre des échantillons de taille suffisante.